Dans un monde parfait, là où tout le monde est beau et tout le monde est gentil, légèrement faux cul même. Là où tout rentre dans des cases, rien ne dépasse, rien ne déborde. Là où le politiquement correct est le maître mot, où tout le monde fait attention à ce qu'il dit. On ne sait jamais, oh là là. Eh bien là, précisément là, vous ne trouverez pas l'équipe de l'hebdo. Maintenant revenons en arrière. Dans un monde qui est loin d'être parfait, là où tout le monde parle comme dans la vie, alors là, oui, ils sont là. Tout le monde est prêt? Alors, bienvenue chez vous, bienvenue dans l'hebdo sur Radio 2M. On est très content de vous retrouver sur l'hebdo, comme chaque vendredi de 18 à 19h, en son et en image sur les ondes de Radio 2M et sur nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, on se plonge au cœur d'une actualité qui, je suis sûre, va vous intéresser au plus haut degré. La situation des employés chez nous au Maroc. Une nouvelle étude, signée de l'organisation américaine Gallup, vient de sortir et elle dresse un état des lieux, je vais dire fascinant, du bien-être des employés à travers le monde et au Maroc. Ce rapport vient nous dire que seulement 16% des travailleurs marocains déclarent mener une vie épanouie et que la majeure partie des employés marocains sont prêts à quitter leur boulot. Le tableau de l'emploi chez nous n'est donc pas très rose, donc on a décidé de décrypter tout ça avec une parole d'expert. On passera en revue chiffres, tendances et défis du marché de l'emploi pour, je l'espère, mettre le doigt sur ce qui nous rend si malheureux face à notre gagne-pain. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors on y va. Installez-vous, c'est parti pour une heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour à tous. Salut, nous sommes Bonjour à également tous. ravis de te revoir. Et pourtant, je pensais pas que t'allais être là. Je pensais que Amine n'allait pas venir parce que là, tout de suite, à l'heure où on parle, il y a le derby qui commence. Donc tu as raté le derby pour un an? Du que coup, ne il ferais-je va pour rater le Oh là derby. là. Ouais. Oh là là. Que ne ferais-je pour vous? Ça fait plaisir. J'espère en tout cas que c'était une bonne semaine, Ouais, que elle vous était êtes parfaite. épanouis au travail. Ah oui, Très épanoui. contrairement à ce que dit l'étude, nous on est très bien Radio 2M. Vous pouvez dire la vérité, Ftaï n'est pas là. On est très bien Radio 2M. Voilà. Ben, très bien. Sans transition alors, on va accueillir Ayoub El Haddada, consultant en ressources humaines et communication, pour nous aider à en savoir plus sur tout ça. L'invité. Bonsoir. Bonsoir Ayoub. Ça va? Tu vas bien? Très bien, et vous-même? On est très Oui. content de t'avoir avec nous. Bah, moi aussi. Alors, on va te poser plein de questions et puis toi, comme expert, tu vas nous aider un petit peu à décrypter ce rapport qui nous dit que la plupart des Marocains sont malheureux au travail. Ça Ah ouais. t'étonne un petit peu ces résultats ou pas? D'abord, merci pour l'invitation. Et puis, voilà, le sujet il est vraiment très intéressant et il mérite quand même une attention particulière, mais pas que des experts ou professionnels de la communication de la RH, mais aussi des sociologues, Oui. des économistes. Parce que, voilà, au premier regard, les chiffres, effectivement, semblent alarmants. Mais il faut voir aussi, en fait, dans quel contexte cette étude a été faite. Mhm. Donc, Tu peux quand nous en on dire parle- plus sur ça? Quand on parle en fait d'une étude qui s'adresse aux employés au Maroc, il faut savoir quand même le tissu économique marocain est fait de, selon l'Observatoire national des petites et moyennes entreprises, est fait de 60... Non, je suis en train de raconter des bêtises, il fait de 99, Et des poussières. 4 ou 6 des PME. Oui. Déjà ça, c'est un paramètre à prendre en considération. Il faut aussi prendre en considération le contexte économique, l'inflation aussi. Mhm. Donc la question sur l'épanouissement, le bien-être, etc., tout ça, c'est pas forcément du sort de l'entreprise ou des DRH, mais c'est toute une chaîne de valeur qui contribue à développer ce bien-être et cet épanouissement. Non, les DRH et les entreprises Oui. n'est qu'un maillon Parmi plusieurs. Alors on tendance va récente. exposer un petit peu certains chiffres pour aider nos auditeurs à en savoir un peu plus. Alors on a 69% des employés qui souhaitent changer de travail. 29% ressentent de la tristesse au travail. 34% éprouvent de la colère tous les jours au travail. Donc Mhm. clairement le malaise est là. De votre point de vue d'expert en ressources humaines, pourquoi nos employés sont-ils si malheureux au travail? Est-ce qu'on a des pratiques qui sont spéciales à nous, ici au Maroc, qui contribueraient à ce malaise?
Alors, ce qui contribue à ce malaise, comme je l'ai évoqué au début, c'est que c'est pas en fait, c'est pas toujours la faute à l'entreprise. On ne va pas toujours pointer du doigt l'entreprise, mais quand on parle du malheur, en fait, vous avez dit déjà 69% sont prêts à changer. Il faut savoir pourquoi ces gens cherchent à changer. En tout cas, nous, chez Watt, nous avons fait une étude en début d'année 2024. Et parmi les motivations ou les éléments, les facteurs qui poussent ces 69% à aller chercher ailleurs, plus de 70% déclarent que c'est l'aspect pécunier, soit le salaire, soit les avantages sociaux. Donc ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit au début, c'est le contexte économique qui contribue justement à cette volonté J'imagine de que dans un vouloir contexte changer, d'inflation, etc., bien sûr. De chercher mieux. On ne peut pas non plus interroger le bonheur d'un salarié que dans son bureau, parce qu'un salarié qui vient le matin et qui pense aux dettes et des objectifs peut-être personnels qu'il n'arrive pas à atteindre, il ne sera pas très souriant non plus. Donc, alors, on remarque aussi, peut-être à l'étranger ou là dans d'autres cultures, il y a certains pays où on voit que les salariés, ils passent pas trop de temps le même travail. C'est-à-dire ils vont passer 6 mois, 1 an maximum et ils changent. C'est pourquoi moi j'ai dit au début, il faut aussi interroger des sociologues parce que c'est une tendance mondiale liée à tout ce que l'on appelle aujourd'hui la Gen Z, les millénials, etc. Mais en fait, le sujet c'est pas forcément là, parce que déjà on parle de l'entreprise. Qu'est-ce qu'une entreprise ? C'est quoi en fait l'entreprise ? Dans sa définition de base et la plus simple, c'est des moyens technologiques, logistiques et humaines qui sont mobilisés pour créer de la richesse. Donc l'objectif premier d'une entreprise, c'est sa performance commerciale. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est une logique qui colle tout à fait à la culture de la PME. Et la petite entreprise, cette performance commerciale et surtout à moyen et à court terme, parce que la petite entreprise ne développe pas à long terme et n'a pas en fait les reins assez solides pour se projeter sur le long terme. Et effectivement, quand on ne se projette pas sur le long terme, on oublie que cette performance commerciale et économique doit être soutenue par une performance humaine. Donc il faut investir justement dans ses talents, dans sa marque employeur, dans son capital humain, pour soutenir cette performance commerciale à long terme, qui est malheureusement la vocation que de 0,6% des entreprises qui font le tissu économique local. Donc aujourd'hui, si les employés marocains ne sont pas satisfaits, c'est parce que tout simplement le tissu est composé essentiellement de PME et notre rôle aujourd'hui justement c'est de sensibiliser ces PME à ces questions-là et leur dire que voilà, aujourd'hui vous êtes dans une logique de gain rapide et de développement commercial rapide, mais si vous aspirez à vous développer, il ne faut pas oublier la troisième composante de l'ADN de l'entreprise qui est le capital humain. Est-ce que vous avez des outils, vous, les personnes des ressources humaines, pour évaluer le bien-être des employés dans une entreprise ou autre ? Est-ce que, par exemple, la performance d'un employé est automatiquement synonyme qu'il ait une bonne performance, veut dire qu'il va bien, qu'il est bien, qu'il est à l'aise ? Non, tout simplement. La performance ne veut pas dire forcément que l'employé est bien. Il peut être performant, mais il peut être triste, il peut être malheureux, il peut être peut-être... il peut frôler le burn-out, même étant très performant ou ultra performant. Les outils aujourd'hui, il y a plein d'outils qui permettent justement de sonder et d'évaluer le bien-être le bien-être des salariés, mais je le redis encore une fois, ces outils-là ne peuvent être mis en place que par des professionnels qui les maîtrisent, de 1, et de 2, je remets encore sur la table l'histoire de la PME, c'est que souvent, en fait, dans la petite et moyenne entreprise au Maroc, on retrouve pas de service RH ou de professionnels RH en place déjà. Donc, on est vraiment dans un stade qui est très basique et très... Je pense aussi que chez nous, les gens n'aiment pas le RH. Alors, on aller au RH, c'est généralement une mauvaise nouvelle. Un petit avertissement. Parce qu'on prend la fonction RH dans une toute petite dimension. Dans l'absolu. Tout à fait. Mais j'ai une question à poser par rapport à ça. Je vous écoute parler depuis tout à l'heure. En fait, j'ai l'impression
que le seul baromètre aujourd'hui du bien-être salarial, c'est le baromètre financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vous écoute parler, j'ai l'impression que la seule manière où un salarié va juger s'il est bien ou pas dans un job, c'est combien il touche. En gros, s'il touche un petit peu mieux ailleurs, il s'en ira ailleurs. Est-ce que ça peut justifier aussi le fait que 69% ne se sentent pas bien? En gros, 69%, si on leur ajoute 10%, 15% de leur salaire, n'hésiteraient pas à quitter leur job pour aller ailleurs? Eh bien, spoiler, non, tout simplement, parce que, dans le cadre de l'enquête que nous avons fait chez nous, chez l'agence SWAT en début d'année, nous avons justement posé la question sur ces ressorts de motivation pour changer de job et les conditions qui permettent de passer à l'action. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la motivation première, c'est l'argent. Mais avant de passer à l'acte, ces gens-là, ils se renseignent sur la culture d'entreprise, les styles de management, les collègues avec qui ils vont travailler, les projets et les missions de l'entreprise. Mais vraiment, c'est juste une déclaration d'intention, alors ils sont vraiment comme ça? Très honnêtement. En fait, voilà, c'était une enquête quantitative. Après, en tout cas, au moment des négociations, c'est un facteur important quand même. C'est un facteur surtout en fait. chez nous, parce que des fois, avec le chômage qui est en hausse, les gens, ils ont surtout juste besoin de travailler. On n'entendait pas nos parents dire oui, je suis heureux. Dans mon boulot, il fallait juste travailler et puis basta. Non, mais c'est pas ça. On parle plus de le boulot est là. Ils travaillent déjà, ces gens-là. Ok. Mais qu'est-ce qui les pousse à vouloir changer? Les conditions de travail. Alors, d'après les déclarations, la raison première qui pousse quelqu'un à réfléchir à changer de job, c'est le salaire. Mais le passage à l'acte est déterminé par d'autres facteurs, entre autres la culture d'entreprise, les perspectives de développement, etc. Parce que je peux changer pour un salaire, mais après, je vais me retrouver dans une entreprise, dans un milieu de travail qui est trop toxique. Et donc, ce 15% de plus que je vais gagner, je vais le dépenser peut-être chez un psychologue ou chez un psychiatre pour me soigner. Et il y a beaucoup de gens qui changent un travail pour un salaire meilleur et qui le quittent au bout d'une semaine ou d'un ou 2 mois parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise, ils ne se sentent pas dans leur assiette, ils ne sont pas en mesure de suivre peut-être un rythme ou ils ne sont pas en mesure de supporter une culture ou un style de management donné. On va faire une petite pause. La phrase mythique dit l'herbe est rarement plus verte ailleurs. Oui, mais parfois elle l'est. Bien sûr, parfois heureusement d'ailleurs. Heureusement qu'elle l'est. Il y a des gens qui prennent vraiment bien soin de leur gazon. C'est ça. Parlons des gens qui prennent, moi j'adore. Attends, excusez-moi. Très bonne transition. On va faire une petite pause sur les questions. Safia, aujourd'hui, ton dérapage, c'est sur ce sujet. C'est dans le thème. Tu vas traiter d'un certain fossé générationnel, mais au travail. Exactement. Allez. Quand elle part en live, difficile de la contrôler. Dérapage contrôlé avec Safia. Les jeux sont faits, rien ne va plus dans le monde du travail marocain. D'un côté, un taux de chômage élevé de plus de 10% et de l'autre, insatisfaction généralisée au sein de la population active, un comble. C'est le plus vieux institut de sondage au monde qui le dit. Pour Gallup, près de 69% des salariés marocains sont prêts à démissionner et à explorer de nouvelles opportunités professionnelles. Peut-on les blâmer, sachant que seulement un travailleur sur 6 est pleinement épanoui dans sa vie pro? Environnement de travail toxique, salaire dérisoire, pas de perspective d'évolution, mal-être psychologique, manque de motivation, autant de facteurs qui donnent envie d'aller voir, bien sûr, Amine, si l'herbe est plus verte ailleurs. Une réalité plus frappante pour les jeunes de moins de 35 ans qui souffrent d'un déséquilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. Tu n'es pas concerné, Amine? Ben oui, à ton époque, on pouvait rester 40 ans dans la même boîte, on était content du salaire à la fin du mois, avoir un travail stable et une retraite à la clé. Le travail n'était pas censé rimer avec bonheur. Et je n'ai ni l'un ni l'autre. Voilà. Tu es l'exception qui fait la règle. Pour les générations d'après, c'est le contraire. Fini le fameux adage métro, boulot, dodo. Elles cherchent un équilibre dans leur vie professionnelle, que leur travail soit utile à la société. Elles ne vont pas se fouler la rate pour une boîte qui ne leur appartient pas. Entre vous et moi, est-ce que vraiment le travail peut rimer avec bonheur? On dit, choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Il abandonne Confucius avec son proverbe, pour tout le respect que je lui dois, je ne vais pas me laisser dicter ma vie par cet intendant des pâturages. Sur les réseaux sociaux, on te montre comment être retraité à 40 ans, comment avoir une rentrée d'argent tous les mois en ne travaillant qu'une fois par semaine. Dans l'une des innombrables définitions du travail, mon pote Larousse nous dit que c'est toute activité considérée comme une charge. Une charge. Ben oui, qui a envie de se réveiller tous les matins pour se coller derrière son ordinateur, parler à des clients mal lunés, faire des courbettes à un N+1 incompétent qui a son boulot grâce à Baksahbi, enchaîner des réunions et n'avoir que 2 jours par semaine pour profiter de ses amis, de sa famille, de la vie quoi. Bref, je dérape mais je me contrôle
Enfin presque. Il n'y a pas si longtemps, seuls les pauvres, les mal-nés et les esclaves travaillaient. Pour les autres, c'était petite limonade dans le jardin et organiser des galas et soirées. Et devinez qui vivait plus longtemps et plus... Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Par contre, j'avais pas la rêve de la chanson. Henri Salvador, si tu veux. Moi aussi. Voilà. Vous imaginez bien. Comme quoi. Aujourd'hui, le boulot est contraignant. Si on veut survivre, on a besoin de ce foutu salaire, on n'a pas le choix. Le fait de travailler implique d'obéir à des règles qu'on n'a pas décidées et de se soumettre à des exigences qui ne viennent pas de nous. Par syllogisme, le travail, c'est de l'esclavagisme moderne. On a beau créer des postes de RH pour donner l'illusion, on a même inventé le poste de responsable du bonheur en entreprise. Les patrons ont délaissé les fouets. Ils ont compris qu'on attrape plus de mouches avec une bouchée de miel qu'avec un tonneau de vinaigre. Mais comment faire pour échapper à ce système ? Je n'ai pas de solution. Enfin si, vous savez quoi ? Je vais créer des avatars sur OnlyFans et devenir rentière. Oh là là. Quelle chute. Quelle chute. Quelle chute. Bien. Quel projet de vie excitant. Mais oui, c'est des avatars qui travaillent pour toi. Ouais, C'est magique. Et apparemment, ça marche aussi. Ça marche très très bien. Justement, En tout cas, la rente, oui, ça marche. Est-ce qu'on a des industries ou des secteurs au Maroc où les employés sont généralement beaucoup plus épanouis Que d'autres. Alors, moi, j'ai adoré la définition de travail que tu as donnée. J'en ai une meilleure. Il y en avait une dizaine, donc j'ai choisi celle qui me Non, valent. moi, j'ai la meilleure, je t'assure. C'est laquelle ? En fait, le mot travail, étymologiquement, ça veut dire tripalium. Et tripalium, c'est un instrument de torture C'est vrai. qu'on utilisait pour les esclaves qui faisaient Exact. mal leur travail ou qui étaient beaucoup moins investis que les autres. Donc déjà, Exact. voilà, pour être heureux au travail, il faut être vraiment un peu... Sado. Pour être heureux Mazo. dans quelque Mazo. chose. Sinon, en fait, voilà, pour répondre à ta question Oui. sur est-ce qu'il y a des gens qui sont heureux dans leur travail, en fait, dans certaines industries, Peut-être des secteurs qui Je sont pense que beaucoup ça plus n'existe pas, les sympathiques. personnes des secteurs heureuses au qui sont... travail. Mais Non, si, il y a les pas- chroniqueurs radio. C'est- Les chroniqueurs radio, les animatrices radio. sont très Non, heureux moi dans j'allais leur- dire Par les gens exemple. qui travaillent avec des chiens chaque jour. Ouais, aussi. Bah, c'est justement, c'est la représentation que l'on a de son travail qui peut déterminer est-ce qu'on peut être heureux ou pas. Et c'est la valeur perçue de notre travail quotidien qui détermine est-ce qu'on est satisfait de ce que l'on fait, est-ce que ce que l'on fait est en phase avec qui nous sommes, avec notre système de valeurs ou pas. Donc voilà. On peut aimer notre travail mais ne pas l'apprécier chaque jour. Oui, Les parce qu'il y a meilleurs- plein sinon, ça d'aspects ne du serait plus travail. un travail. Ce serait plus une torture. Voyons. Alors elle a parlé des Gen Z. Oui. Ils font maintenant leur entrée dans le marché du travail. Ils sont là. Qu'est-ce qui change avec eux ? Qu'est-ce qui change avec eux ? C'est la relation à l'entreprise, c'est la relation au travail. Vous l'avez dit au début que voilà, nos parents, ils se posaient pas trop de questions. Voilà, c'est limite des bénis oui, on est bien, on gagne le salaire, on fait des projets de vie. Voilà, chacun mène son train de vie tranquille. Là, au moins, on a une génération qui sait très bien ce qu'il veut et qui ne veut pas renoncer non plus à ses objectifs de vie personnelle. Voilà, les gens ils se disent après 18 heures, j'ai une vie, je veux peut-être voir des amis, je veux profiter, j'ai un programme, etc. J'ai des études, j'ai des expositions à aller voir, j'ai un livre à lire, etc. Contrairement aux générations d'avant qui étaient... J'ai vu aussi aux États-Unis, ils ont beaucoup de problèmes avec cette génération parce que c'est pas, ils disent les C'est RH. cette génération, c'est moi et Rimel. Un problème avec la génération Z, pour préciser. Ils ne veulent pas Les être... feignants, quoi. En fait, c'est même pas ça. C'est qu'ils se sont rendus compte, j'ai l'impression que c'est... ils vont pas faire plus que ce qui leur est demandé. Ouais. Ils vont faire le strict minimum. Et finalement, est-ce qu'ils n'ont pas tort ? C'est très bien. Parce S'ils le que- font bien, pourquoi pas. Par contre, moi, j'ai une question à vous poser en tant que consultant. Est-ce que les gens qui sont à la tête d'entreprise, qui ne sont pas cette génération Z, voilà, peut-être un peu plus âgés, est-ce qu'ils prennent en considération ces facteurs nouveaux, ces changements de tendance et de mentalité, ou alors nous sommes dans une sorte de conflit générationnel où ceux qui dirigent ne comprennent pas ceux qui exécutent et vice-versa? Et ça, on le retrouve
beaucoup dans les PME justement qui constituent la part la plus importante du marché du travail au Maroc. Mais bon, notre rôle aujourd'hui, c'est de sensibiliser ces patrons, ces dirigeants, ces chefs d'entreprise à ces différences culturelles, à ces différences de représentation, à ces différences de rapport au travail, parce qu'au finalement, aujourd'hui, j'aime pas utiliser ce mot, l'ancienne génération va disparaître du marché de l'emploi et le marché sera plutôt dominé par ces jeunes talents, et donc c'est une composante avec laquelle il faut dealer, il faut faire avec pour justement assurer la pérennité de son business et de son entreprise. Un conflit n'est jamais la solution, donc c'est un paramètre à prendre en considération et à le faire entrer dans ses calculs pour pouvoir assurer une pérennité. Je vais vous poser une question très hors sujet. Est-ce que vous aimez le sport? Est-ce que j'aime le sport? Oui. Quel sport? Foot, tout type de... Je suis fan du surf. Ah, oui. super. Une heureuse. Fan de Ramzi Bourriam, j'imagine. Qui peut pas être fan de Ramzi Bourriam? Franchement, il faut avoir extrêmement mauvais goût pour pas être fan de Ramzi Bourriam. Je devais me taire, j'ai pris. Qui ne peut pas être fan de Ramzi Bourriam? Alors, avec il y a beaucoup de talent. Toute génération confondue, effectivement. Monsieur de belles Sport, vagues. Dialna. Non, pas seulement. Aujourd'hui. Qu'est-ce que Non, c'est réducteur pas tout ça pas quand même. que. Voilà, je préfère. Alors, cette lettre si poignante, si belle, Ah ouais, t'es belle. qu'on en a presque pleuré pour ma part. Non, c'est pas vrai. De Roger, de Roger Federer à Rafael Nadal, ou Rafa, comme il l'appelle. Mais aussi, tu vas nous parler de Botola. Exactement. Et là, je sens qu'il y aura un petit coup de gueule. Ah oui. Il n'y a rien, ça joue. Y a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Amine, c'est à vous là, hein? Il me fait toujours peur ce jingle. J'attends qu'il sorte du micro. Alors, la mignonnerie de cette semaine, en fait, elle nous vient d'un sport individuel, le tennis, qu'on pensait profondément égoïste, froid et calculateur. Parce que finalement, quand on est sur un court, on est seul face au monde, sans personne pour rattraper nos erreurs. Bon, ce petit moment de mauvaise poésie passée, on va faire place à la grande, à la belle, à la vibrante prose dont s'est fendue donc une légende de ce sport. Retraité depuis septembre 22 pour une autre légende qui, elle, s'apprête tout juste à raccrocher la raquette. Et donc, dans un message émouvant cette semaine, le Suisse Roger Federer a donc écrit à Rafael Nadal ceci. J'ai quelques petites choses à te dire avant de me laisser emporter par l'émotion. Commençons par l'évidence. Tu m'as battu, beaucoup. Plus que je ne réussis à te battre. Tu m'as mis au défi comme personne d'autre ne pouvait le faire. Et tu m'as fait travailler plus dur que je ne l'aurais jamais cru, juste pour tenir le coup. Et tu sais quoi, Rafa? Tu m'as fait aimer le tennis encore plus. Puis, il y a eu Londres, la Laver Cup en 2022, mon dernier match. Ça signifiait tout pour moi que tu sois à mes côtés, non pas en tant que rival, mais en tant que partenaire de double. Partager le cours avec toi ce soir-là et partager ces larmes restera à jamais l'un des moments les plus spéciaux de ma carrière. Je veux que tu saches que ton vieil ami, je dis bien vieil ami, t'encourage toujours et qu'il t'encouragera aussi fort pour tout ce que tu feras ensuite. Rafa, je te souhaite bonne chance. Et pour finir, Federer a conclu sa lettre en la signant, ton fan. Donc dans un monde ultra concurrentiel comme celui du sport, c'est tellement beau. Il existe aussi parfois ce qu'on appelle des bromances, oui, que l'IA, cher à Salima, définit comme une amitié très proche et intense entre deux hommes, souvent marquée par une grande complicité, un soutien mutuel et une forte affection, mais sans implication romantique ou sentimentale. J'aime bien, il fallait préciser. Ah oui. Et on peut dire donc que celle qui unit ces deux génies que sont Nadal et Federer, qui se sont encore longtemps tiré la bourre comme Agassi et Sampras avant eux, Lendl et McEnroe bien avant encore, on est la parfaite illustration et la preuve qu'on peut encore trouver de la tendresse dans ce monde de brut qu'est le sport de très haut niveau. Et par ailleurs, dans un geste d'amour et de promotion du tennis, la principale marque sponsor de Rafael Nadal lui a également rendu un vibrant hommage en face de la Tour Eiffel à Paris, dans un décorum futuriste que vous pouvez voir à l'écran pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et dans lequel elle est principalement revenue sur les impressionnantes statistiques de ce champion hors norme qui aura définitivement marqué l'histoire de son sport. Sachez donc 23 ans de carrière, 22 grands chelems, 92 titres et plus de 1000 victoires dont près de 500 sur terre battue. C'est un monstre, je vous dis, qui mérite cet hommage et cette promo que ne saurait pas faire notre fédération de foot, par exemple, qui vient, pas mal la transition. Oui, ouais. Très joli. Voilà. Qui vient, qu'est-ce qu'elle a fait? T'es tellement bien à transition. Effectivement, de démontrer tout le désintérêt qu'elle avait pour son produit phare,
qu'elle devrait pourtant bichonner et choyer. Donc j'ai nommé notre Botola parce que sachez, mesdames et messieurs, que se joue en ce moment même le derby casablancais entre le WAC et le Raja. L'affiche de la saison qui n'a lieu que 2 fois par an. Donc c'est un match qui a été programmé un vendredi à 16h avant d'être décalé à 18h et qui se joue donc actuellement à huis clos, sans public et sans passion et sans ce bruit et cette fureur qui ont fait sa réputation et sa notoriété dans le monde entier. Donc à voir tout ça, on a l'impression qu'on voudrait tuer ce spectacle, cette affiche, qu'on ne ferait pas différemment. Alors organiser une CAN, c'est bien. Abriter une Coupe du Monde, c'est encore mieux. Mais juste commencer par faire en sorte de maintenir un derby dans de bonnes conditions serait déjà, à mon avis, le début d'une très bonne gouvernance. Voilà pour le coup de gueule nécessaire. Et bon week-end à tous, je vous aime. Est-ce que je peux te demander pourquoi huis clos ? Parce que le terrain, enfin, il y a les raisons officielles et les raisons officieuses. La raison officielle, c'est que le terrain est trop petit pour accueillir tout ce beau monde. Là, ils jouent au stade Arbi Zaouli, Mohammedi. Et un match au WAC Raja, c'est entre 40, 50, voire 60 000 personnes. Donc le stade est incapable de le choper. Cela dit, tu peux aussi faire en sorte qu'il y en ait 30 000 qui entrent. Donc pour moi, c'est une fausse excuse. Je pense que ça arrange tout le monde qu'il n'y ait pas 50 ou 60 000 personnes qui sortent d'un petit stade ou du moins campent aux alentours du stade pour essayer de rentrer. Ça, c'est la raison officielle. Ça, c'est la raison officieuse. Donc ça arrange un petit peu tout le monde. Donc tant qu'on peut garder chez gens chez eux ou dans des cafés, je crois que c'est beaucoup mieux. Mais pour moi, c'est pas comme ça que tu fais la promotion de ton sport et de ta Botola qui est censée être la vitrine justement de ce que de cette fédération royale marocaine de football. Et c'est pour moi un échec chaque fois qu'on a un match à huis clos, chaque fois qu'on a un derby à huis clos. Et je le répète, une CAN, une Coupe du Monde, c'est très bien. Mais déjà, si on peut assurer rien qu'un match dans de bonnes conditions, ça serait déjà beaucoup mieux. Mais pour des questions sécuritaires, à chaque fois, la plupart du temps, ça finit mal. C'est pas vrai, ça fait 50 ans ou 60 ans que ce derby a lieu. Et je peux t'assurer qu'à 99, on va revenir les stats, 99,3%. Ça s'est toujours très très bien passé. Et ça, c'est les statistiques de Amine. Ouais, oui. mais elles se tiennent. À la louche, mais elles se tiennent. Comme ça, au doigt mouillé, mais elles se tiennent. Donc je peux vous assurer que la plupart du temps, juste respecter les gens. Et ils vous le rendront très très bien. Perso, moi, j'ai pas très envie de passer à côté du stade quand il y a des matchs. N'y va pas, tu peux rester chez toi. Ouais, voilà, tu peux même aller ailleurs. Voilà, non, je parle par exemple le stade qui a... Poids mort. Désolé. On finira ça tout à l'heure. Ok, très bien. On revient vers vous, Ayoub. Alors, quand on passe un entretien, c'est généralement le candidat face au recruteur et le recruteur qui essaie de déterminer si c'est un bon candidat pour le poste. Comment faire en tant que candidat pour déterminer si ce job est bon pour nous? Le salaire. Oui. Déjà. Le salaire. Mais hormis le salaire. Hormis le salaire, déjà avant de postuler ou de choisir un poste, il faut savoir qui nous sommes. Qu'est-ce qu'on veut. C'est très existentiel. C'est quoi en fait, c'est quoi notre vocation, qu'est-ce qui nous passionne, tout ça. Enfin, il faut faire une sorte d'inventaire de ces ressorts de motivation. Qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce qu'on cherche, quels sont les milieux ou les environnements où l'on va être épanoui justement pour être heureux et faire augmenter un petit peu ce chiffre, parce que aujourd'hui beaucoup quand même cherchent un travail justement pour satisfaire les besoins de base de la pyramide de Maslow, juste pour manger. Ils ne se posent pas trop de questions sur ce qu'ils cherchent, là où ils vont être bien, là où ils vont être beaucoup plus performants. Et donc, voilà, il faut d'abord se poser la question. Il faut mieux se connaître pour savoir si justement ce job répond à mes aspirations, à mes besoins, à qui je suis ou pas. Mais quand on sait qu'on a 16%, c'est ça, plus de 10% de taux de chômage, est-ce que vraiment, finalement, on a le choix ? 13,6. Voilà. Est-ce qu'on vraiment on a le choix quand on sait que c'est soit le chômage, soit il faut trouver un travail pour subvenir à nos besoins? Justement, quand on est en situation où il faut d'abord manger, ensuite se faire plaisir. C'est ça, donc en fait il y a toujours ce lien subalterne. Donc finalement, est-ce que le candidat a vraiment le choix? Je pense que quand on a déjà un travail, peut-être, quand on a déjà un travail et qu'on passe des entretiens pour d'autres, pour changer, là c'est un luxe qu'on peut se permettre parce qu'au pire des cas, on a quand même un travail pour subvenir à nos besoins. Mais par rapport à cette histoire d'aller chercher, de creuser par rapport à l'endroit où on veut aller, sachant quand même qu'on a nos entreprises sont relativement secrètes, on trouve peu de choses, peu d'informations. Qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune comme ça qui veut se renseigner sur une possible destination future et comment faire pour aller chercher les informations nécessaires? Alors là, je ne donnerais pas conseil aux jeunes, je donnerais conseil plutôt à l'entreprise.
parce que, en fait, une entreprise qui ne communique pas sur son ADN, sa culture d'entreprise, etc., elle va attirer tout le monde. Mais c'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est une mauvaise chose. Okay. Parce que tout simplement... Quand on attire tout le monde, on n'attire personne. Exactement. Mais quand tu communiques sur qui tu es, tu prends position, tu assumes tes couleurs, etc., tu vas attirer des gens qui te ressemblent et finalement des gens qui n'auront pas du mal à s'intégrer chez toi et qui contribueraient justement à atteindre cette performance commerciale. Donc l'idée, c'est de dire qu'il y a des jeunes qui cherchent un job. Normalement, c'est l'information qui doit venir à eux, bien plus que eux doivent aller chercher l'information sur là où ils devraient aller. Tout à fait. Parce que c'est plus dans l'intérêt de l'entreprise d'attirer des candidats en fait, qui ressemblent à elle, à son ADN, à ses valeurs, et à son secteur d'activité, à ses ambitions de développement, que de laisser... je dis n'importe quoi. Aujourd'hui, en moyenne, sur une offre d'emploi, on reçoit 500 candidatures, mais combien ils sont vraiment adaptés qualifiés au poste et au contexte de l'entreprise. Mais est-ce que les gens voient toujours des candidatures ou ils utilisent, parce que les personnes qui cherchent des travaux autour de moi, ils utilisent directement LinkedIn ou c'est directement ce genre de réseaux sociaux pour trouver un travail? Il y a vraiment encore des gens qui envoient des candidatures sauvages, spontanées, où ils utilisent tous maintenant les nouvelles... Alors, oui, on a encore des gens qui passent par des job boards ou des candidatures spontanées, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, a détrôné en fait tous ces médias, tous ces canaux de communication, notamment en communication de recrutement, parce que la plateforme est très ergonomique et propose beaucoup de facilités, notamment avec le fameux bouton candidature simplifiée, etc. Et le candidat, il ne va pas se casser trop la tête à chercher à envoyer un CV par la poste ou par une adresse mail qui va être consultée ou pas. Donc, alors, excusez-moi, il nous reste 10 petites minutes, donc on va aller chez Rimel. Chez Rimel. Alors Rimel, qu'est-ce que tu as testé pour nous ce week-end? On envoie le jingle et je vous dis. Week-end en culture. Week-end en culture. La semaine dernière, je vous avais parlé du spectacle de Yassine Ardouane à Rabat. Et devinez quoi, j'y étais dimanche dernier pour son tout premier one-man show intitulé « Lui, moi et le flouss ». Yassine, qui vient du monde des investissements. Le nerf de la guerre. D'ailleurs, pile dans l'actu et des conseils en gestion, a troqué les calculs et les projections pour les projecteurs. Et après avoir fait toutes les erreurs possibles d'un entrepreneur, comme il dit lui-même, il s'est lancé sur scène et pas n'importe comment. Il partage même la scène avec lui-même en version holographique. Regardez ce que ça donne. أنساتي سيداتي الحاضرات اللي فيكم مستعدة اعتبر نفسها سيليباتير اللي تقدر تتزوج بواحد نيفو 1 في الانتيليجونس اللي قال عليها هاد السيدات تهز يديها يلاه حسب الفينانسي حسب يلاه لا زيد اللي تزوج نيفو 1 حسب والو ما كاين حتى وحده اصاحبي والو nada. Donc voilà, il aborde un sujet tabou, l'argent, qu'il considère comme le cœur des conflits de couple et des dilemmes personnels. Et franchement, j'ai adoré le show. Léger, plein de métaphores, inspiré de notre quotidien. C'est un spectacle qui fait réfléchir, rire et nous apprend à dépenser un peu plus intelligemment. D'ailleurs, j'ai eu la chance de le rencontrer à la fin et il nous annonce déjà une tournée pour bientôt. On l'écoute. Bonjour, alors sincèrement c'était une magnifique expérience, la première fois sur scène. C'est vraiment un rêve que j'avais en tête depuis plusieurs années qu'on arrive à réaliser. Le public était génial. Tout le monde a saisi un peu ce que je voulais passer, transmettre comme message. Donc il y avait des tips à retenir sur la gestion financière, la gestion du budget, comment investir, les erreurs à ne pas faire. Et tout ça dans un cadre divertissant où il y avait des rires, il y avait des blagues, il y avait le jeu avec l'hologramme a beaucoup plu aussi. Donc j'ai hâte de revenir sur scène. Là, on va analyser tout ça, on va analyser les vidéos, on va revoir pour améliorer. Inch'Allah, on revient sur scène très vite pour une belle tournée et avec un show encore meilleur. Voilà, la tournée c'est pour bientôt et je vous jure, on est des invitations en septembre. Mais par contre, tu nous as mis un petit peu l'eau à la bouche. Et du coup, à chaque fois qu'il y aura un événement, j'irai à chaque fois pour le tester pour vous. Et du coup, pour ce week-end, direction Tanger avec l'humoriste Jalil Tijani qui joue son nouveau spectacle en rodage à la librairie Les Insolites. Ça sera demain à 19h. Si vous voulez être les premiers à découvrir son show, c'est l'occasion. Mais attention, c'est interdit aux moins de 16 ans. Par contre, pour les plus jeunes, ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à vous. Il y a le spectacle
spectacle Tara sur la Lune, c'est un spectacle de théâtre en Darija pour les enfants. Ça sera présenté demain à 15h au complexe culturel L'Hassani. Et pour les passionnés de gaming, on va finir avec ça. Il y a le Moroccan Game Jam ce week-end. C'est un événement où les développeurs des jeux de tout le pays et même en ligne se retrouvent pour 48 heures de créativité et d'innovation. L'événement aura lieu dans 4 villes, Casa, Rabat, Marrakech et Tétouan. Donc si vous êtes intéressé, il suffit juste de vous inscrire via le formulaire MGJ ou Moroccan Game Jam. Voilà. Très bien. Comme on dit toujours, très bien. Alors il nous reste quelques petites minutes pour finir l'émission. 2 questions, 1, 2 si on a le temps. Je suis un salarié mais malheureux. Oula. Malheureux dans mon entreprise. Ouais. Et je ne peux pas quitter. Je ne sais Là, il faut consulter. Oui, mais c'est simple. Si j'ai pas les moyens pour quitter, j'aurai encore beaucoup moins les moyens pour consulter. On va consulter peut-être son manager. Si c'est mon manager qui est le problème. Ils ont rarement de bonnes comptes. Dans ce cas-là, vous n'avez pas trop. Est-ce que les gens des RH peuvent protéger un salarié contre un manager tyrannique? Ça a l'air. Non, ça a l'air un peu hésitant, ce geste de la tête. Ce n'est pas hésitant, mais il faut savoir quand même que, en fait, la RH comme fonction, c'est pas le seul pouvoir de décision au sein d'une entreprise. On dit souvent que les RH sont là pour protéger l'entreprise et pas pour le salarié. Est-ce que c'est vrai? Le RH, vous savez, c'est comme dans un restaurant, quand vous commandez un plat et que vous n'êtes pas satisfait de rendu, c'est le premier à supporter votre mécontentement, votre colère. C'est ça. Donc, or que dans un restaurant, il y a le chef cuistot, il y a le responsable achat qui achète la matière première, il y a le patron qui dit on fait avec les moyens de bord, mais ça tombe toujours sur le serveur parce que c'est le front celui qui est en première ligne. Exactement, et c'est pareil pour les RH. Donc c'est votre coup de gueule. Les RH, c'est pas un coup de gueule, mais c'est plus une sensibilisation. Ouais. Les RH sont là pour justement créer un équilibre et pour organiser la vie au sein d'une organisation. Mais dans l'organisation, il y a l'argent, il y a la finance, il y a la direction générale qui a une vision, qui a une ambition, et il y a les collaborateurs aussi. Donc, c'est un peu un chef d'orchestre qui essaie de mettre en harmonie, en équilibre tout le monde. Mais après, quand on n'est pas heureux dans un travail, quand on n'est pas bien, et quand on essaie de faire entendre sa voix et que finalement, c'est pas pris en considération, peut-être il faut se poser des questions et aller chercher ailleurs. On a créé un nouveau travail. Désolé, on a vraiment plus le temps. Bon. Il faut qu'on dise au revoir à nos auditeurs. Merci à vous. D'accord. On va aller voir si l'herbe est plus verte. On va voir si l'herbe est plus verte. Elle est rare, moi, je vous le dis. Je vous remercie tous d'avoir été présents ici avec nous aujourd'hui. On te remercie pour ton retour. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Au revoir. Au revoir. Salut.